Bonjour, bienvenue à la conférence de presse de la première journée contre la précarité énergétique qui aura lieu cette année le 10 novembre 2021. Je suis Hélène Denise, je suis coordinatrice de l'événement. Je suis également chargée de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre, mais aujourd'hui je serai surtout l'animatrice de cette conférence de presse. Je pense que je peux parler pour les 20 partenaires de cet événement pour vous remercier d'être présents aujourd'hui. Ça nous fait très très plaisir de vous recevoir, même si c'est au format digital. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter les modalités techniques de la conférence de presse avant de donner la parole aux intervenants afin que vous puissiez ensuite vous concentrer sur le fond de ces interventions. On va être ensemble pendant environ 1h15. Il y aura 45 minutes de présentation par 4 des 20 partenaires de cette journée. Ce n'était pas possible d'être 20 autour de cette table, donc ils seront ici pour bien représenter ces 20 partenaires. Et puis ensuite, il y aura 20 à 30 minutes de questions-réponses. Pour le dérouler, je commencerai par vous présenter l'initiative de cette journée que l'on a pensée collectivement. Il y aura également la diffusion d'une vidéo de soutien d'Emmanuel Béard, produite par le collectif Stop Exclusion Énergétique. Et ensuite, je donnerai la parole à Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, à Anne Bringot, coordinatrice des programmes aux Régions Action Climat. Il y aura également Jean-Pierre Goudard, coprésident du CLER, Réseau pour la transition énergétique, et Vincent Legrand, directeur général de Dorémy. Pendant toute la durée de la conférence de presse, vous pourrez poser vos questions dans le chat, par écrit, en précisant bien le média que vous représentez, et ensuite je relayerai ces questions aux intervenants. Les questions orales ne sont malheureusement pas disponibles dans le format de la conférence de presse aujourd'hui. Pour toute demande d'interview ou de témoignage, n'hésitez pas à nous solliciter en contactant Alice Decker. Vous trouverez également ses coordonnées dans le chat. Ils sont également indiqués dans le dossier de presse et dans l'invitation presse que vous avez bien sûr reçue. Un replay sera également disponible dans l'après-midi sur l'espace presse du site internet de l'événement. Voilà, merci beaucoup de votre attention. On va maintenant lancer la diffusion de la vidéo de soutien d'Emmanuel Béard, un clip qui a été produit par le collectif Stop Exclusion Énergétique, qui est un des 20 partenaires de cet événement qui aura lieu le 10 novembre 2021. En France, plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent gravement du froid l'hiver et souvent du chaud l'été. Ils ont un toit, mais ils sont mal logés. Une précarité que l'on ne voit pas. Derrière ces portes fermées, ces façades anonymes, les appartements, les maisons sont de vraies passoires énergétiques où il fait presque aussi froid que dehors et où la vie devient souvent insupportable. J'ai honte de vivre comme ça. J'ai honte de faire vivre ça à mes enfants, disent-ils. Plus inquiétant encore, c'est aussi la santé de ces habitants qui est touchée. Allergies chez les enfants, maladies à répétition aussi pour les plus grands et impossibilité pour les plus âgés de vieillir sereinement. Beaucoup se sentent dans l'impasse face à des coûts de travaux qui peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, des solutions existent, des financements disponibles grâce à l'État, aux collectivités, aux ONG, aux fondations, qui permettent même aux plus modestes de réaliser les travaux nécessaires pour vivre enfin dans un logement décent, confortable et meilleur pour l'environnement. Mais souvent, ces aides ne suffisent pas. Il manque ce 10%, ce reste à charge, impossible à trouver pour ceux qui n'ont pas accès au crédit. Ensemble, nous pouvons aider des dizaines de milliers de personnes à faire que cet hiver soit le dernier qui les exclut d'une vie digne. Je vais maintenant prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce que c'est que cette première journée contre la précarité énergétique. Alors c'est une initiative qui a été co-organisée, cofinancée par 20 partenaires impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l'exclusion et la lutte contre le dérèglement climatique. C'était l'envie à 20. Vous pouvez voir sur le bas de votre écran les 20 logos de nos partenaires, parce que malheureusement, il y en a certains qui sont coupés derrière moi.
C'est très important de les mettre en valeur également. C'est une date qui a été choisie collectivement le 10 novembre 2021, une date qui deviendrait nationale, officielle, une date symbolique qui servirait chaque année de repère collectif pour alerter, sensibiliser massivement sur le phénomène de la précarité énergétique, interpeller l'opinion publique, interpeller le gouvernement, un peu à la manière des journées thématiques qu'on connaît bien, comme la journée contre les violences faites aux femmes, les journées sur des maladies telles que Alzheimer, le sida, ou encore les journées de lutte anti-tabac, un marronnier médiatique qui servirait chaque année à sensibiliser massivement au phénomène de la précarité énergétique et surtout à visibiliser toutes les solutions concrètes qui existent, que nous connaissons et qui ne demandent qu'à être massifiées. La journée contre la précarité énergétique fédère donc tous ces acteurs, des acteurs qui sont actifs sur tout le territoire et qui seraient fédérés chaque année autour de cette date officielle et récurrente qui est cette année le 10 novembre 2021. Alors le but n'était pas de faire de l'entre-soi, de rester entre nous, mais bien de mobiliser au-delà de ces 20 partenaires tous les acteurs qui luttent contre la précarité énergétique au quotidien. Et cette mobilisation a porté ses fruits, puisque c'est plus de 120 événements locaux qui ont été auto-organisés partout en métropole et en Outre-mer. Ce sont des collectivités, des associations locales, ce sont également des entreprises qui ont répondu à cet appel à mobilisation. Vous pourrez trouver tout le programme sur le site internet. Je vous invite vraiment à le consulter. Il est très diversifié. Ces actions prennent la forme de visites de chantier de rénovation. Ils prennent la forme de stands d'information sur les lieux publics pour informer le public sur les aides nationales, sur les aides locales. Il y a des ateliers de sensibilisation pour les jeunes, à destination des élus, à destination des acteurs de l'action sociale, et puis également des rencontres. Je tiens également à parler du grand colloque de l'Observatoire national de la précarité énergétique qui aura lieu la veille, le 9 novembre, et qui s'inscrit dans cette dynamique collective également. Il aura lieu à Lille, en présentiel et en distanciel, et au cours duquel se fera le bilan de 10 années de politique publique de lutte contre la précarité énergétique, et à l'occasion duquel seront également dévoilés les nouveaux chiffres de la précarité énergétique. Donc je vais maintenant laisser la parole à Christophe Robert, qui est délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup de votre attention. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette conférence de presse importante. Alors, quelques mots sur la situation dans notre pays liée à la précarité énergétique. D'abord, dire que c'est un fléau. D'abord, dire qu'il y a beaucoup de souffrance derrière la précarité énergétique. Comment on pourrait définir le sujet ? Bon, on peut prendre la définition de la loi Grenelle II qui dit que la précarité énergétique est la situation d'une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Alors, je pense que tout est dit, c'est-à-dire, en gros, on n'arrive pas à se chauffer, ou alors notre logement est mal isolé et on en souffre l'été avec des vagues de forte chaleur, par exemple. En termes de chiffres, on va essayer d'en donner un nombre limité, mais quand même, il faut qualifier le problème. On compte 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique dans notre pays. Ça représente, ces 12 millions de personnes, 5,6 millions de ménages, dont 2,3 de ménages modestes. Et c'est important, on aura l'occasion d'y revenir. Ce qui veut dire que ce fléau de la précarité énergétique touche 20% des ménages. Alors, on attend des chiffres, Hélène l'a dit, qui vont être actualisés avec l'enquête nationale logement, avec les informations que vont nous délivrer la semaine prochaine l'Observatoire national de la précarité énergétique. Mais quand même, ça montre l'ampleur de ce phénomène qui, il y a encore quelques années, n'était pas du tout traité en tant que tel. D'où aussi la raison de cette journée que nous co-organisons. Autre chiffre, 3,5 millions de ménages ont un taux d'effort, c'est-à-dire des dépenses liées à la facture énergétique sur leur budget global, qui est trop important, c'est-à-dire qui dépassent les 8% de leurs revenus. Donc ça veut dire que c'est 3,5 millions de ménages qui sont concernés. Autre chiffre encore, le dernier sur la précarité énergétique en tant que telle, 4,7 millions de ménages ont froid chez eux à cause d'auto-restriction ou d'une mauvaise isolation du logement.
Alors, cette situation-là de précarité énergétique, elle peut conduire à des catastrophes sociales. Alors, un des indicateurs statistiques pour qualifier ces problèmes sociaux, c'est celui des interventions pour impayés. Le médiateur de l'énergie nous dit que en 2020, il y a eu plus de 670 000 interventions des fournisseurs d'énergie pour impayés. En 2019, pardon. Donc c'est une augmentation de 17%. Et si on va encore plus loin dans les conséquences dures de la précarité énergétique, on a assisté à 280 000 coupures d'électricité pour impayés en 2019. C'est énorme. Ça veut dire que c'est des familles à qui, du jour au lendemain, on ne dit rien d'ailleurs, on coupe l'électricité, le frigo ne marche plus, on ne peut plus allumer la lumière, et évidemment, on ne peut plus travailler ou étudier quand on est un jeune dans ces conditions. Alors, il y a eu une petite baisse de ces coupures et de ces interventions pour impayés l'année 2020, parce que vous savez qu'on ne peut pas procéder à ces coupures pendant la trêve des expulsions locatives. Et comme cette trêve, pour la première fois depuis que l'abbé Pierre l'avait obtenue en 1956, a été rallongée du fait de la crise du Covid, il y a eu une baisse. Néanmoins, tous les indicateurs montrent que si on n'intervient pas, il risque d'y avoir, dans les années à venir, une forte augmentation. Dire que ce phénomène de la précarité énergétique touche tout le monde. Beaucoup de personnes âgées, on aura l'occasion d'y revenir, mais les propriétaires, comme les locataires, comme les jeunes. Du côté des causes un peu générales, ce phénomène de la précarité énergétique qui a eu tendance à augmenter dans la dernière décennie tient à 3 facteurs principaux. L'accroissement de la précarité des ressources, d'une part, l'augmentation des coûts de l'énergie. Alors on tourne à peu près à 1 500, 1 600 € par ménage en moyenne. Et le troisième facteur, c'est la mauvaise qualité thermique des logements sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Du côté des conséquences, elles sont très importantes, notamment sur la santé. La santé parce que multiplication des maladies chroniques, respiratoires, mais aussi la santé mentale, liée à des faits, par exemple, d'isolement. On a honte, et on peut bien comprendre, de vivre dans de telles conditions et donc de donner à voir dans les conditions dans lesquelles on vit parce qu'on se regroupe dans une pièce avec un chauffage d'appoint et on ne veut pas montrer ça à ses voisins, on ne veut pas montrer ça à ses proches. Donc c'est beaucoup de douleur aussi que nous avons pu nous mesurer, comme tous les acteurs autour de cette journée, de façon très douloureuse du point de vue de ce que ça signifie pour les ménages. Ce que montre une étude du collectif Rénovons, c'est qu'on pourrait économiser 800 millions d'euros de dépenses de soins si on rénovait toutes les passoires thermiques. Donc ça, c'est aussi un phénomène important, c'est-à-dire intégrer les coûts que produisent, les coûts évités que pourrait permettre une vague très forte de rénovation thermique du logement. Ce que nous montre aussi une étude récente du ministère de la Transition énergétique, c'est que la rénovation des passoires à la location sauverait 10 000 vies. Donc on est là sur des problématiques profondes de santé publique, des problématiques sanitaires extrêmement importantes. Sans parler de la question du pouvoir d'achat, parce que quand on dépense trop pour se chauffer, ça bouffe le pouvoir d'achat, ça a un impact sur les autres dépenses alimentaires, de soins, ça a un impact sur la scolarité des enfants, bref, beaucoup de conséquences concrètes sur les ménages. Évidemment, cette journée contre la précarité énergétique prend une couleur particulière avec la hausse des coûts de l'énergie auxquels nous avons assisté. Donc je ne vais pas m'attarder, il y a eu beaucoup, vous avez relayé, vous les journalistes, beaucoup des chiffres, les tarifs du gaz qui ont augmenté de 70% depuis le début de l'année, ceux du carburant de 20%. Bref, on est dans une situation qui vient pénaliser encore davantage les ménages les plus fragiles. De même, le médiateur de l'énergie récemment montrait que l'inquiétude des ménages montait considérablement autour de ces difficultés de paiement des factures d'énergie. Alors, face à cela, l'État, les collectivités ne sont pas restées les bras ballants. Il y a eu des politiques publiques qui ont été menées. Mais on s'aperçoit qu'elles ne sont pas à l'ampleur du phénomène, qu'elles permettent d'améliorer un peu le sort de certains précaires énergétiques, mais elles ne permettent pas d'enrayer le problème global de la précarité énergétique. Et c'est là aussi où nous avons une intervention commune avec l'Observatoire national de la précarité énergétique pour appeler justement à une politique qui soit beaucoup plus offensive, beaucoup plus lisible, beaucoup plus contenue dans le temps. Plusieurs choses que nous pointons collectivement sur ce sujet.
Il va falloir aider les ménages à payer leurs factures tant que tous les logements n'auront pas été rénovés. C'est fondamental. On ne peut pas laisser des personnes dans cette situation où on ne se chauffe pas, où on a froid l'hiver, où on a chaud l'été. Il va falloir les aider. Alors, il y a eu 100 € d'augmentation du chèque énergie, mais ça ne compense même pas l'ensemble des augmentations énergétiques, des coûts de l'énergie que nous avons observés depuis le début de l'année. Donc, c'est bien, 100 €, c'est toujours un coup de main, mais ce n'est vraiment pas à l'échelle du problème que nous connaissons. Il faut aussi, et on va pouvoir rentrer dans le détail ensuite, mettre davantage de moyens sur la rénovation des passoires énergétiques occupées par des ménages modestes. On voit bien que ce sujet de la rénovation thermique des logements est monté, qu'il y a bien eu une simplification des procédures et des aides, une massification des aides à travers MaPrimeRénov', mais il faut aller plus vite et assurer un accompagnement qui soit beaucoup plus complet, beaucoup plus global, notamment à l'attention des ménages modestes, pour essayer de s'en sortir dans ce dédale des aides relativement complexe. Il faut faire Bac+12 pour pouvoir sortir une rénovation qui soit vraiment complète, de qualité, c'est-à-dire efficace sur la facture des ménages et sur les problèmes sanitaires que j'évoquais tout à l'heure. On voit bien d'ailleurs que les aides qui sont aujourd'hui délivrées, qui sont quand même importantes, sont limitées quand même pour les précaires énergétiques. Parce que quand nous, à la Fondation Abbé Pierre, on aide des ménages à rénover leur logement, on voit que les rénovations, ça coûte 50 000, 70 000 €. Et aujourd'hui, les aides ne sont pas calibrées à ce niveau-là. Or, il faut que nous tendions vers des rénovations performantes, globales, et c'est vraiment ce qui importe. Ce qu'il nous faut aussi, c'est arriver, pour ces ménages les plus modestes, à ce que l'on appelle le zéro reste à charge. Quand il faut pouvoir faire une rénovation thermique des logements. Eh bien, écoutez, pour les ménages qui sont déjà pauvres, rajouter 5 000, 10 000, 15 000 €, ça n'est pas possible. Tant qu'on n'arrivera pas à un système de zéro reste à charge, on n'arrivera pas à embarquer tous les ménages précaires dans cette rénovation thermique de qualité. Voilà. Je ne vais pas faire plus long parce que mes collègues ici présents vont approfondir le sujet à bien des égards. Dire simplement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont être lancées le 10. Je vous invite à aller voir des initiatives de sensibilisation auprès des étudiants, auprès des élus, auprès des acteurs techniques. Je pense à des initiatives qui vont avoir lieu aussi, par exemple, à Grenoble, avec le ministre Véran qui sera présent. Je pense à l'initiative de Solia qui aura lieu en Outre-mer. Bref, je ne vais pas vous les citer ici, le temps manque, mais allez vraiment sur le site de l'événement parce que je pense que vous trouverez près de chez vous de quoi alimenter ce sujet majeur pour nos concitoyens, notamment les plus fragiles. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe pour cette peinture de l'urgence sociale autour de la précarité énergétique. Je vais maintenant donner la parole à Anne Bringot, qui est coordinatrice des programmes au Réseau Action Climat et qui va maintenant nous parler de l'urgence climatique autour de cette question. Bonjour à tous. Le Réseau Action Climat est vraiment ravi d'être partenaire de cette initiative de la première journée de lutte contre la précarité énergétique. C'est un enjeu, on a vu ces chiffres effrayants, près de 5 millions de passoires énergétiques, donc des lieux où on chauffe finalement pour chauffer presque plus l'extérieur que l'intérieur, où souvent les gens sont aussi en privation de chauffage. Donc un enjeu extrêmement important, mais en quoi ça a un rapport avec le changement climatique ? On peut ne pas voir le lien. En fait, les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, c'est près de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Pourquoi ? Parce qu'on utilise du chauffage qui utilise des énergies fossiles, par exemple le fioul ou le gaz fossile, qui émettent des gaz à effet de serre. Et donc ça a un impact très fort sur le climat. Et le fait de ne pas isoler suffisamment les logements depuis pas mal d'années fait que la baisse d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas suffisante, y compris dans ce secteur du logement. Donc il y a évidemment un impact social, mais également un impact environnemental et sur le climat. Que prévoit finalement la France pour résoudre ce problème climatique et rester sous la barre des 1,5 degré de réchauffement global ? Ce qu'elle prévoit, c'est d'aller vers la neutralité carbone. La neutralité carbone, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'en 2050, il n'y a plus de chauffage avec du fioul, il n'y a plus de chauffage avec du gaz fossile. Donc on se chauffe uniquement avec des énergies renouvelables et pour cela, il faut des logements
parfaitement isolés pour consommer le moins possible d'énergie, pour pouvoir avoir une énergie qui soit vertueuse. Donc, engager cette politique de rénovation, c'est important. On pourrait se dire, finalement, la hausse du prix des énergies, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va inciter les ménages à rénover, ils vont se dire qu'il y a un intérêt économique. Oui, mais on ne va pas pouvoir rénover des millions de logements en une année, et il y a des ménages qui n'ont pas les capacités financières actuellement ou pas suffisamment d'accompagnement pour engager ces rénovations. Donc il y a un enjeu vraiment très fort, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, à accompagner les ménages vers des vraies alternatives qui sont la rénovation performante des logements. La hausse du prix de l'énergie fossile, pour eux, c'est uniquement une privation de chauffage qui va arriver, ou une hausse insupportable des factures énergétiques. Et rappelons que ça touche évidemment les énergies fossiles, mais l'électricité, on l'a vu aussi, est aussi, le prix de l'électricité est lié au prix du gaz ou autre. Et donc, on a de toute façon une hausse du prix de l'énergie, quel que soit le mode de chauffage. Et quel que soit le mode de chauffage, il faut aller vers des logements parfaitement isolés. Alors, ce que dit d'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport qui sort tous les ans, elle a fait des scénarios jusqu'à 2050, et au niveau international, elle le montre également. Si on va vers un scénario qui va vers le zéro émission net, vers cette neutralité carbone, si on isole parfaitement les logements, on va avoir une baisse de la facture d'énergie pour les ménages, alors que si on ne fait pas ça, malheureusement, la facture d'énergie va exploser. Donc c'est un phénomène international, et c'est pour ça que nous, au Réseau Action Climat, on agit depuis beaucoup de temps avec les acteurs de la précarité énergétique, notamment avec Leclerc qui anime le réseau rappel des acteurs de la précarité énergétique, ou avec l'initiative Rénovons qui rassemble aussi plusieurs acteurs sur cet enjeu. Au niveau international, l'enjeu de justice climatique, il est extrêmement porté aussi en ce moment dans la COP26. C'est quoi cette justice climatique ? C'est de dire que le changement climatique, il va impacter les ménages les plus fragiles, les plus précaires. Et ça, c'est pas seulement dans les pays du Sud, et c'est vrai. C'est vrai en ce moment dans de nombreux pays où on souffre de famines qui sont aggravées par le climat. Mais c'est vrai aussi en France, puisque si on a plus de canicules, et on le disait tout à l'heure, eh bien, les ménages qui ont des logements mal isolés vont en souffrir encore davantage que si on est dans des logements où on a pu rénover. Donc, les ménages les plus impactés par ces canicules, par exemple, eh bien, il faut les accompagner en priorité pour qu'ils puissent isoler leur logement, y compris pour faire face à ces impacts du changement climatique. L'autre volet de la justice climatique, c'est que les mesures que l'on met en place pour lutter contre le changement climatique ne mettent pas dans la panade les gens qui eux-mêmes sont en train de vivre des difficultés pour se chauffer, pour s'alimenter, etc. Donc, il faut effectivement à la fois probablement donner un prix au carbone qui l'augmente, mais ça veut dire aider financièrement les ménages les plus précaires à pouvoir continuer à se chauffer, ou à pouvoir se chauffer simplement pour ceux qui, pour l'instant, n'ont pas les capacités de se chauffer, pouvoir s'alimenter, pouvoir se déplacer. Et ça veut dire accélérer sur les initiatives et donner accès à ces alternatives aux ménages précaires. Et les alternatives, on le redit, c'est la rénovation performante des logements. C'est vraiment de pouvoir baisser la quantité d'énergie sur la facture, ce qui va baisser le montant à la fin que l'on doit payer. Et je vais juste terminer avec quelques exemples d'initiatives où je vous invite à aller le 10 novembre à cette journée contre la précarité énergétique. Donc, par exemple, le 10 novembre de 19h à 21h, à Paris, vous avez un café climat, comment lutter contre la précarité énergétique à Paris, avec l'Agence parisienne du climat. Donc, c'est une table ronde qui aura lieu à l'Académie du climat dans le 4e à Paris. Vous avez aussi dans plusieurs villes des mobilisations organisées par Greenpeace, la Fondation Abbé Pierre, avec l'Alliance citoyenne qui rassemble des habitants qui se rassemblent pour justement alerter sur leur situation de logement et demander des mesures effectivement pour leur rénovation. Donc il y aura des événements à Aubervilliers, Villeurbanne, Grenoble.
Autre initiative également, une visite de chantier organisée par Solia à Dole. Donc le 10 novembre, n'hésitez pas, si vous êtes près de Dole, à aller voir cette visite de chantier. Et je termine par une initiative qui me tient particulièrement à cœur, là, parce qu'à titre bénévole, je suis présidente des Amis d'Enercop, qui a lancé un fonds de dotation qui s'appelle Énergie solidaire et qui propose une nouvelle forme de solidarité énergétique, c'est-à-dire que les clients d'Enercop, fournisseurs d'électricité renouvelable, peuvent faire un micro-don sur la facture d'énergie pour aller financer ce fonds énergie solidaire qui va lui-même financer des projets locaux de lutte contre la précarité énergétique et d'isolation performante de logements pour des ménages précaires. Et justement, il va y avoir la sélection des nouveaux projets nominés et on vous propose donc le 10 de 18h30 à 19h30 une présentation en ligne des nouveaux lauréats, donc ces associations qui vont être financées par cette nouvelle solidarité entre consommateurs d'énergie et qui vont pouvoir donc financer des projets de lutte contre la précarité énergétique. Donc voilà des exemples très concrets qui montrent qu'on peut y arriver et qu'on vous invite à relayer le plus possible pour cette journée du 10 novembre. Merci. Merci Anne. N'hésitez pas toujours à poser vos questions sur le chat. On les relaiera à la fin des 4 interventions. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Pierre Goudard, qui est coprésident du CLER, Réseau pour la transition énergétique. Merci Hélène. Alors moi, je voulais commencer par dire que je suis ému d'être ici et je pense que c'est un lieu très symbolique parce que l'abbé Pierre, en 1954, avait lancé son appel pour les sans-abri. Effectivement, plus de sans-abri, mais aujourd'hui, on a des gens qui ont un toit, mais qui ne peuvent pas se chauffer ou qui ne peuvent pas supporter la chaleur l'été. Je trouve que finalement, la France, presque 70 ans après, n'a pas beaucoup avancé dans le domaine de l'habitat. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, Christophe Robert l'a rappelé, on est aujourd'hui sur un problème de santé publique. C'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui. Alors moi, au niveau du CLER, je voulais simplement rappeler que le CLER, c'est un réseau de terrain qui est un des principaux réseaux qui est engagé sur le terrain dans la transition énergétique et donc sur la précarité énergétique, évidemment. On fédère un peu plus de 300 adhérents, collectivités, associations et puis entreprises également. Hein. Donc ça, c'est un point important. Notre expertise est également reconnue puisqu'on est partenaire de l'Observatoire national contre la précarité énergétique et donc qui est piloté par l'ADEME. Depuis 5 ans, ça a été annoncé, on est à l'origine du collectif Rénovons à l'initiative du réseau Action Climat de la Fondation Abbé Pierre, d'une 40aine d'autres partenaires. Alors, ce Rénovons, en fait, c'est un plaidoyer, on peut dire ça, hein, puisque déjà en 2016, puisque ça date de 5 ans, en 2016, on avait participé, enfin en tout cas, on avait interpellé les candidats à la présidentielle. Et depuis 5 ans, nous soutenons ce plaidoyer en faisant remonter notamment aujourd'hui à Emmanuel Vargon un certain nombre de propositions. Alors, sur le terrain, effectivement, il y a un certain nombre d'aides, hein, ce qu'on peut appeler une jungle d'aides. Il y a une 15aine de dispositifs qui représentent aujourd'hui un peu plus de 4 milliards d'euros dépensés chaque année pour lutter contre la précarité énergétique. Ces 4 milliards d'euros, c'est à peu près 2 milliards d'euros de C2E, hein, les certificats d'économie d'énergie, et un peu plus de 2 milliards d'euros d'aide publique. Mais alors le problème de ces aides, c'est qu'elles sont sans doute mal ciblées justement sur les personnes en précarité énergétique. On a eu c'est anecdotique, mais la semaine dernière, on a eu une présentatrice vedette de télé qui a demandé une subvention d'un peu plus de 114 000 euros, qui a fini par y renoncer parce qu'évidemment, il y a eu une polémique. Donc, cette jungle, il faut absolument que les gens soient aidés bien sûr à s'y retrouver. Et donc, c'est une vraie aide de terrain, évidemment. Alors,
un autre exemple, c'est le dispositif PrimeRénov'. La PrimeRénov', pour l'avoir, il faut aller sur Internet. Alors, je suis désolé, moi, l'Internet, d'abord, il n'y a pas l'Internet partout en France. Et puis, si vous avez une mamie de 80 ans qui veut faire un dossier, je pense que là, on a, en plus de la précarité énergétique, on a ce qu'on peut appeler la fracture numérique. Parce qu'une personne comme ça, elle ne va jamais remplir son dossier. Donc, il faut l'aider. Et moi, je peux vous dire que, en tant que maire d'un petit village de 1200 habitants en zone semi-montagne, il y a des gens, c'est pas les plus précaires qui vont frapper à la mairie. Donc, il faut vraiment aller les chercher. Ça, c'est un point extrêmement important sur le terrain. Il faut aller les chercher. Parce que les plus précaires, ils ont tendance plutôt à se cacher. C'est vraiment... on a même des gens qui ont honte, entre guillemets, d'être précaires. C'est une catastrophe. Mais je peux vous dire, sur le terrain, c'est une vraie réalité. Donc, ces gens-là, il faut aller les chercher, les accompagner, les aider, les rassurer aussi, pour leur dire qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive, parce que ça a été cité, les chiffres d'augmentation aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il y a le nombre et puis il y a surtout l'augmentation effectivement des prix des carburants aujourd'hui. Alors pour aller les chercher, il y a plusieurs solutions. Il y a ce qu'on appelle le réseau Rappel, qui existe depuis 2007 à l'initiative de l'ADEME et de la Fondation Abbé Pierre et Duclerc. Ce réseau, il fédère aujourd'hui un peu plus de 1000 professionnels de terrain qui luttent au quotidien, notamment les professionnels de santé, y compris les médecins, toute la partie des travailleurs sociaux. Et puis, on a depuis 2013 un autre dispositif qui s'appelle le SLIM. C'est donc un service local d'insertion pour la maîtrise de l'énergie, qui a déjà fait ses preuves, puisque le SLIM numéro 1, il a déjà aidé 52 000 foyers à prendre conscience déjà de leur précarité, parce que c'est vrai qu'on dit précarité, mais les personnes qui sont dans la précarité n'en ont pas forcément conscience, même si effectivement il y a des impayés, etc. Mais il faut leur faire prendre conscience, et puis surtout qu'on peut les aider. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on a parlé tout à l'heure de rénovation. Effectivement, nous, au Clair, on préconise la rénovation globale du bâtiment. C'est la seule qui peut vraiment, comme l'a dit le RAC, notamment réduire les gaz à effet de serre. Et notre collègue de Dorémy va développer ce que c'est que la rénovation globale, parce que changer par exemple juste des huisseries, on ne va pas gagner grand-chose malheureusement. Et il y a des gens qui sont déçus justement sur de la rénovation, on va dire un petit peu partielle, ou même très partielle. Donc pour aider ces gens-là, il faut les attraper, les accompagner et surtout leur proposer derrière une ingénierie financière, puisque comme l'a dit Christophe Robert, quand on veut dépenser 50 ou 70 000 euros, même si on a 80% d'aide, eh bien, il reste le 20% de reste à charge. Et si vous calculez 20% de 50 000, il me semble que ça fait 10 000 euros. Donc 10 000 euros, les gens en précarité, ils ne les ont pas. Ils sont déjà, pour la plupart, déjà en impayés. Donc voilà. Alors bien sûr, il y a le fonds de solidarité du logement qui peut les aider, mais tout ça, c'est de l'argent finalement, je dirais, qui est foutu en l'air, si vous me permettez cette expression, parce que cet argent-là, s'il était ciblé justement sur la rénovation, eh bien, il serait bien plus utile que de donner de l'argent finalement pour des impayés. Voilà. Donc le dispositif SLIM, c'est un dispositif qui a fait ses preuves, même si 52 000 foyers aidés, c'est pas énorme. Mais l'ambition du Clair, justement, c'est de porter un nouveau dispositif SLIM. Et on a déposé un dossier en 2021 qui a été accepté, qui va démarrer sur les 3 ans qui viennent, 2022-2025, avec donc du financement C2E à 70% et 30% pour les collectivités qui vont s'y atteler, on va dire. Et donc, c'est des enveloppes qui vont être importantes. Et l'ambition du Clair qu'on porte aujourd'hui, c'est d'aider sur cette période de 3 ans 100 000 foyers, 100 000 foyers pour une rénovation, si possible, globale. Voilà, ça c'est des actions concrètes de terrain. Alors évidemment, ça passe par des appels à projets, du plaidoyer et effectivement des montants en face. Mais quand je reviens à ces 80% et 20%, effectivement,
les personnes à qui on s'adresse et qui disent bah oui, mais il me reste 20% de reste à charge, là aussi il y a des dispositifs d'aide avec des fonds sociaux, des fonds de solidarité ou même des banques sociales qui peuvent aider. Parce que évidemment, quand on fait les travaux, il faut payer tout de suite. Et les économies, parce que bien sûr, il y a les économies à la clé, c'est bien, mais les économies, elles viennent derrière. Donc il faut payer les artisans tout de suite et les gens nous disent bah non, nous on ne peut pas payer, on n'a pas les 20% de reste à charge. Là aussi, les collectivités sur le terrain, les départements, les régions peuvent aider à trouver ces 20%. Ça, c'est super important de le dire. Et il faut surtout aller chercher ces gens. Alors, le SLIM, c'est quasiment, je vais dire, c'est trivial, mais c'est quasiment du porte-à-porte. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux, les salariés des EPCI, des collectivités, je vais terminer, vont aller chercher les gens qui ne sortent pas de chez eux, justement, qui ont cette fameuse honte. Je terminerai juste avec un petit mot sur le bouclier énergétique, parce que évidemment, on parle beaucoup de ça aujourd'hui. On a entendu notre Premier ministre Jean Castex annoncer ces aides de 100 €. Pour nous, c'est vraiment pas à la hauteur. Ça a été évoqué aujourd'hui avec les augmentations de l'énergie. C'est plutôt 500 € que les gens vont dépenser cet hiver, notamment pour se chauffer. Et nous, le vrai bouclier énergétique, ça serait une aide de 700 € qu'il faudrait pour ces foyers-là. 700 €, ça couvrirait tout juste les dépenses qu'il faudrait aujourd'hui mettre en face. Et alors, si on est dans le concret, par exemple, on nous annonce une baisse de la taxe intérieure de la consommation finale d'électricité, la fameuse TICFE, qui va coûter à l'État 5 milliards. Franchement, ces 5 milliards, s'ils étaient fléchés sur vraiment la rénovation des plus précaires, ils seraient beaucoup plus utiles et ils seraient fléchés justement, puisque même les 700 € le chèque énergie, vous le savez peut-être pas, mais le chèque énergie, c'est pas comme l'allocation de rentrée scolaire, on n'en fait pas n'importe quoi, c'est vraiment ciblé sur des achats d'énergie. Donc là, c'est une aide directe. Et nous, ce qu'on dit au clair, c'est qu'effectivement, ce que j'ai dit juste avant, toutes les aides aujourd'hui ne sont pas des aides qui sont ciblées sur les plus précaires. Voilà, j'en termine et je vais juste vous annoncer de nombreuses, je vais les trouver, de nombreuses initiatives comme l'a annoncé le RAC juste avant. Alors, il y a plein de communes qui font des animations, qui vont faire des animations le 10 novembre sur la place publique. Je vais en citer quelques-unes. Kaisersberg en Alsace, Thiers, Angers, Lamballe en Armor. Il y a aussi de la formation du personnel, notamment dans le Val-de-Marne. Il y a des animations par les compagnons bâtisseurs qui sont dans le collectif des 20 associations là, qui organisent des rencontres à Rennes. Et puis à Besançon, le 10 aussi, il y a une animation à l'endroit du public. Et de nombreux webinaires qui sont animés par le réseau des ALEC. Les ALEC, c'est les associations locales justement de la précarité, enfin qui luttent contre la précarité énergétique au quotidien. Voilà, je m'arrête là et je vais passer la parole ensuite à Dorémy. Merci. Pierre, donc Vincent Legrand, directeur général de Dorémy, qui va finir ces interventions. Bonjour à tous et merci de tous ces messages. Je souscris à l'ensemble de ce qui a été dit auparavant. Je vais essayer simplement d'apporter un regard peut-être plus sur quelques retours d'expérience de terrain. Dorémy est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui appartient au groupe Négawatt. Notre objectif, c'est de rendre accessible au plus grand nombre la rénovation performante en se focalisant sur les maisons. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les maisons? Parce que ça représente plus de la moitié des logements français et que 8 millions de maisons construites avant 1975 sont extrêmement consommatrices. Ça fait partie des logements les plus consommateurs en France et avec un taux de précarité énergétique qui est extrêmement élevé. Donc l'enjeu pour nous, c'est de rendre accessible la rénovation à un niveau performant. Alors qu'est-ce que ça veut dire performant? Si on veut illustrer d'une façon simple, pour une maison construite avant 1975 qui consomme 2500 € de chauffage par an, ce qui est une moyenne, faire une réno performante, ça veut dire diviser par 4 à 8 les factures de chauffage. On n'est pas sur des baisses de 10-15% de chauffage, on est bien sur une division par 4 à 8 des factures de chauffage. Ce qui veut dire non seulement isoler l'ensemble du bâtiment, faire l'isolation de la toiture, des murs, si possible du sol, mais ce qui veut dire également changer les menuiseries extérieures, portes-fenêtres, changer
la chaudière pour une chaudière performante et changer la ventilation. J'insiste également sur la ventilation, on en parle peu, mais par rapport aux enjeux sanitaires, notamment, c'est extrêmement important d'avoir une qualité d'air intérieur qui est bonne, et donc la ventilation est fondamentale pour ça. Une rénovation performante, ça embarque l'ensemble de ces postes de travaux, et ça permet réellement d'effondrer les factures de chauffage. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les travaux qui sont menés, les travaux énergétiques qui sont menés, ils n'aboutissent pas à des baisses de factures de chauffage significatives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait des morceaux de travaux. Je vous renvoie à l'enquête Trémy de l'ADEME de 2018, qui montrait que 75% des travaux énergétiques, 75%, 3/4 des travaux énergétiques ne permettaient même pas de changer de une classe énergétique. On restait dans la même classe énergétique alors qu'on faisait des travaux d'énergie. Et ça reste encore valable aujourd'hui. Ça, c'est un vrai problème d'un point de vue de la dynamique de rénovation française et de la sortie de la précarité énergétique. Je rappelle un point, c'est que la France s'est donné un objectif en 2015, qui a été inscrit dans le Code de l'énergie, qui est de disposer d'un parc bâti à un niveau bâtiment basse conso, donc on va l'appeler performant, bâtiment basse consommation d'énergie, à 2050. Tout le parc français doit être à ce niveau-là à 2050. Et c'est à ces conditions-là que l'on traitera les questions de précarité énergétique et de lutte contre les changements climatiques. Donc pour généraliser cette montée en performance des bâtiments, très clairement, ce n'est pas l'approche actuelle de morceaux de travaux et de saupoudrage de travaux qui est la bonne. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le cumul de petits gestes de travaux énergétiques ne conduit pas à la performance. Ça, c'est un élément vraiment fondamental, et je vous renvoie à une étude que l'on a rédigée pour l'ADEME, qui est sortie en janvier de cette année, dont on pourra vous donner les références, et qui prouve, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, ce point-là. Quand on part de cette approche de rénovation performante, dire qu'on veut la rendre accessible, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que le ménage, dans sa maison, investissent effectivement 40, 50, 60 000 euros, 70 000 euros dans ces travaux de rénovation énergétique. Qui, en France, imagine mettre ces montants-là ? Le travail qu'on fait côté de remise, qu'on a montré sur le terrain, c'est que l'enjeu n'est pas de parler de l'investissement au ménage. L'enjeu est de parler au ménage de sa facture de chauffage avant travaux et de ce qui va sortir de sa poche après travaux en chauffage, évidemment, plus mensualité de prêt pour rembourser ses travaux. Donc tout l'enjeu de notre travail pour rendre accessibles ces rénovations, c'est finalement de faire en sorte qu'une facture de chauffage de 200 euros avant travaux par mois, 200 euros par mois avant travaux, qui subit de plein fouet les augmentations des prix d'énergie, cette facture, on la transforme en une facture de moins de 30 euros par mois, donc qui augmente nettement moins du coup, et également avec une mensualité de prêt qui peut être de 120, 130, 140 euros, ce qui fait que le ménage avant travaux paye 200 euros par mois et après travaux va payer 150, 160, 170 euros par mois pour une maison qui est, on va dire, top rénovée, top performante, avec un confort acoustique, confort thermique, qualité d'air intérieur, valeur patrimoniale également améliorée. Donc c'est vraiment un bénéfice qui en plus permet de... Donc en fait, le ménage ne voit pas les 50, 60 000, 70 000 euros d'investissement, mais voit facture de chauffage avant travaux, facture de chauffage après, plus mensualité de prêt, avec le gain en confort dans sa maison. 66% des rénovations que l'on conduit côté d'Orémy sont conduites pour des ménages modestes ou très modestes aujourd'hui. Alors évidemment, grâce aux aides, on va chercher les aides. Ça a été cité plusieurs fois. Il y a une jungle d'aides aujourd'hui. Si vous n'êtes pas expert financier, je vous défie d'arriver à faire un montage financier. Donc notre travail, c'est d'aller chercher ces aides, et ces aides en subvention, ces aides en prêt également, éco-prêt à taux zéro notamment, pour permettre aux ménages de s'y retrouver. Et on travaille également main dans la main avec les conseillers FER, avec les opérateurs ANA pour faire ces montages. L'enjeu derrière, c'est pas seulement de travailler sur les aides, c'est aussi de travailler sur l'offre locale. Il manque
de professionnels aujourd'hui qui proposent des rénovations performantes. Donc on travaille avec les artisans au niveau local pour les constituer en groupement d'artisans et on les forme sur chantier pour cela. Enfin, on fait le suivi qualité des chantiers, c'est fondamental. C'est aussi grâce à ces suivis qualité sur le terrain que l'on peut montrer qu'on atteint la performance. Et aujourd'hui, les retours d'expérience qu'on a sont extrêmement bonnes sur la capacité à atteindre la performance. Ça demande beaucoup de rigueur, mais on sait le faire. Voilà. Donc d'équilibre en trésorerie, de facture de chauffage avant travaux et toute petite facture de chauffage après travaux plus mensualité de prêt, l'équilibre entre cette trésorerie, pour nous, c'est ce qui permet de rendre accessible au plus grand nombre ces rénovations performantes. Et c'est une des raisons clés de notre participation à ces journées contre la précarité énergétique, c'est qu'on considère que la réno performante, finalement, qui était vue jusqu'à présent beaucoup comme des rénovations pour des gens aisés, aujourd'hui, on peut montrer que c'est accessible aux ménages modestes ou très modestes, ou du moins ça commence à le devenir. Et c'est la solution finalement pour à la fois répondre à cet enjeu social et à l'enjeu environnemental du climat. Hein, c'est vraiment la solution qui permet de relever ces deux défis simultanément, ce que ne permet pas la politique actuelle de gestes de travaux et de rénovation partielle. Je voudrais insister sur quelques éléments que l'on peut apporter également en quelques mots. On va sortir dans 10 jours une étude qui a été rédigée avec Deloitte Énergie Demain sur ce qu'on appelle dans le jargon le OUF, donc l'offre universelle de financement. Quelles sont les évolutions possibles des mécanismes financiers actuels pour permettre qu'ils soient accessibles au plus grand nombre ? Donc je vous invite à ce qu'on puisse reboucler sur cette partie-là si vous êtes intéressé par ça. C'est plus un teaser qu'autre chose. On travaille également sur des approches d'accompagnement des collectivités locales. Donc un programme qui s'appelle Facile à Réno qui permet d'accompagner les collectivités locales dans la montée en puissance de ces rénovations performantes. Et également, on travaille dans le domaine de ce qu'on appelle la grande précarité, c'est-à-dire non seulement les ménages modestes ou très modestes, mais ceux qui sont en rupture, en privation. Donc c'est un programme qui s'appelle Ensemblier solidaire, avec les compagnons bâtisseurs, Stop Exclusion et le réseau Cohabitat. Pour finir, je vais vous citer juste quelques événements qui peuvent vous intéresser. Je vous invite, si vous voulez voir ce que c'est qu'une rénovation performante, à aller à côté de Valence TGV. Donc c'est un village qui s'appelle Chabeuil, à 2 heures de train de Paris, c'est juste à côté. Le 10 novembre, pour ceux qui sont parisiens, mais il y en a aussi d'autres qui peuvent être en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc avec un échange avec le propriétaire, avec les artisans et une partie de l'équipe d'Orémy pour voir ce que c'est que cette rénovation. Il y a également des dynamiques qui sont intéressantes du point de vue auto-réhabilitation. Dans la même zone, à Montoison, à côté de Valence, il y a des compagnons bâtisseurs qui présentent un chantier également le 10 novembre. Il y a également des rencontres entre artisans dans plusieurs villes, Soyons, au Havre, etc. Il y a également des exemples de réhabilitation, alors plutôt là en logements sociaux, avec Solidarité Nouvelle pour le logement à Paris. Voilà, je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. On a bien tenu les 45 minutes d'intervention comme prévu. Il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'on peut passer directement aux questions. 3 questions d'abord de InfoDiag. La première qui est: quelles sont vos attentes après la loi climat et résilience? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être d'abord donner la parole à la Fondation Abbé Pierre rapidement, ou voilà, c'est vrai que tout le monde peut répondre. Non, peut-être juste 2 mots, mais on peut peut-être compléter à plusieurs, hein, c'est-à-dire faire des réponses courtes et se compléter. Il y a quand même des avancées dans cette loi, notamment les obligations de rénover les passoires en location, mais les dates sont assez lointaines. Donc là, on a quand même pointé l'urgence climatique, l'urgence sociale. Donc il faut quand même nuancer, mais ce sont quand même des avancées. Par contre, il n'y a pas d'éléments pour contraindre, notamment avec des obligations, les propriétaires occupants. Donc, ils n'ont pas été ciblés dans les éléments législatifs de cette loi climat-résilience, et notamment en copropriété. Et on sait qu'elle a une difficulté à mener les démarches du fait de la complexité même des copropriétés. Donc ça, c'est un enjeu qui nous semble important.
Et enfin, ça n'enlève rien, même ces obligations positives limitées que je viens d'évoquer, à cette nécessité d'arriver à un reste à charge zéro pour les ménages très modestes. C'est vraiment incontournable. Et puis cette réorientation qu'on a tous rappelé de nos voeux sur des aides qui visent des rénovations vraiment complètes. Et ça, je dirais juste un mot là-dessus, c'est-à-dire quand on arrive à faire le tour de table financier, on arrive à accompagner les ménages, à convaincre quelqu'un qu'on va pas une personne âgée, je pense, auquel on disait mais je veux pas quitter mon logement. Alors on l'a fait pièce par pièce, c'est pour mesurer à quel point c'est l'attachement au logement, la peur de se retrouver ailleurs. Donc on va le faire pièce par pièce. On arrive à faire ce tour de table financier parce que les collectivités m'aident, parce que des associations mettent des moyens aussi supplémentaires. L'impact sur la facture est considérable. Quand vous partez d'une pire passoire énergétique et vous faites une bonne rénovation globale, c'est d'une efficacité remarquable. De plusieurs centaines d'euros d'économie, ça a été indiqué. Et puis, je dire aussi que sur le plan climatique, c'est d'un impact. C'est là où l'impact est le plus important, parce que ce sont les pires passoires thermiques qui sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc la loi a fait évoluer quand même, marque encore une évolution, mais elle reste limitée sur un certain nombre de points que je viens d'évoquer. Juste pour compléter très rapidement, il faut rappeler que dans son programme électoral, le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à ce que 100% des passoires énergétiques soient rénovés en 10 ans. Donc il n'y ait plus de passoires énergétiques. On se retrouve aujourd'hui, on est quasiment en fin de quinquennat et il reste près de 5 millions de passoires énergétiques. Et le comité d'évaluation du plan de relance indique qu'il y a beaucoup d'argent qui va vers la rénovation des logements, c'est indéniable. Par contre, les résultats en termes d'efficacité énergétique et de gains sur les factures d'énergie, ce résultat, il est très, très médiocre. Donc là, il y a un vrai enjeu à ne plus aller peut-être vers du chiffre, du volume, mais se dire que l'important, c'est vraiment d'avoir un résultat sur la facture d'énergie, donc vraiment une rénovation performante, et effectivement que les ménages modestes et très modestes y aient accès, et donc avoir un accompagnement et un reste à charge zéro. C'est vraiment la priorité. On attend des mesures vraiment très fortes dans ce sens-là. Et moi, je rajouterais aussi que, effectivement, la rénovation performante, c'est ce qu'il faut bien sûr prôner, mais aussi, quand je dis l'accompagnement et le suivi sur le terrain, c'est que, par exemple, une rénovation performante, il faut que derrière, on accompagne l'usage. Parce que si quelqu'un qui aujourd'hui a 16 degrés et qu'avec sa réno, il peut chauffer à 23 ou 24, on a tout perdu. Il faut également, j'allais dire, une sorte d'éducation. Et puis, ce qu'on prône aussi, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut aussi être raisonnable. C'est-à-dire qu'une fois que la rénovation est faite, on gagne beaucoup si on continue à ne pas, je dirais, se chauffer outrageusement. Voilà aussi des choses qui sont sur le terrain, et c'est vrai que les associations de terrain accompagnent beaucoup. Quand il y a une rénovation performante, par exemple, il y a des outils de suivi sur 2 ans, par exemple, pour modifier l'usage de ces habitats rénovés. Je voulais apporter un point sur la loi climat et résilience, c'est que on a quand même gagné un élément qui me paraît important, c'est qu'on a enfin dans la loi une définition de la rénovation performante. Donc ça a été une bataille de plusieurs années. La définition n'est pas parfaite, mais elle apporte quand même enfin un éclairage et un cadrage de ce que c'est qu'une rénovation performante. On ne pourra plus avoir, du moins j'espère, de mécanismes financiers qui portent le nom de rénovation performante et qui ne sont pas compatibles avec les objectifs 2050. Je vous renvoie au coup de pouce rénovation performante qui n'est pas compatible avec l'atteinte de l'objectif 2050. Donc là, on cadre par cette loi ce que c'est qu'une définition, une définition de la rénovation performante. Et du coup, on peut imaginer que l'État, par rapport à ses accompagnements, donc les accompagnements qu'il finance, les accompagnements des ménages, conseillers faire, opérateurs ANA, et aux aides associées, on attend de voir la loi de finances de décembre, va réorienter sa politique publique en fonction de ces rénovations performantes. C'est un espoir, et ça aidera, je pense, pas mal les ménages modestes et très modestes à avoir accès à ces rénovations. Merci Vincent. Prochaine question, vous avez dit 5 millions de passoires énergétiques. Apparemment, vous n'avez pas les mêmes chiffres que le gouvernement. D'où le problème du nouveau DPE. Quel est votre avis sur le nouveau DPE? Peut-il être un début de solution pour améliorer l'habitat?
Je vais enchaîner. L'étude qui est sortie et qui parlait de 4,8 millions de passoires est une étude qui nivelle par le bas le nombre de passoires. De notre côté, pour être sur le terrain très fréquemment, quotidiennement, rien que les 8 millions de maisons construites avant 1975, la grande majorité de ces maisons-là sont des passoires énergétiques, c'est-à-dire des classes énergétiques F ou G. La grosse difficulté, et là, quand on parle de ça, on ne parle pas de tous les appartements qui sont dans les copropriétés d'avant 1975 et dont une bonne partie sont également des passoires énergétiques. Donc il y a, pour différentes raisons de choix d'études et de chiffres, une sous-estimation très forte de ces passoires énergétiques. Voilà. Ce qui me semble important, c'est d'alerter sur le fait que ce n'est pas en changeant de thermomètre que l'on règle la fièvre. Hein, les combats qu'il y a eu depuis 1 an sur le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, ont pu permettre de dire qu'on avait un peu moins de classe F et G. En vrai, ces maisons, elles restent quand même, ou ces logements restent quand même extrêmement consommateurs et il faut les traiter. Merci Vincent. On va peut-être passer à la question suivante. Le diagnostiqueur a-t-il un rôle à jouer pour l'amélioration de l'habitat? Qui souhaite répondre? Oui, bien sûr, parce qu'un diagnostiqueur, effectivement, c'est lui qui va se rendre compte, parce que quand on dit diagnostic, c'est visite sur le terrain, bien évidemment. Hein. C'est dans le logement, dans la maison, avoir un prédiagnostic de ce qu'il faut faire. Et bien évidemment, parce que quand on parle de précarité énergétique, c'est effectivement les conséquences, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de l'humidité, c'est des moisissures, donc, et puis toute la partie stress. On ne parle pas des enfants, par exemple. Les enfants qui sont dans des appartements mal chauffés, il y a un impact direct sur leur éducation, hein, c'est évident. Puis bien sûr, la santé morale, enfin voilà. Donc le diagnostiqueur, oui, bien sûr, il a un rôle à jouer sur... bien sûr, derrière la réno et sur la santé des habitants. Juste rajouter un point là-dessus, c'est que quand on parle de diagnostic, on a souvent, ou d'audit, hein, c'est les deux termes qui sont très souvent utilisés, on pense souvent à des calculs. On pense souvent à quelqu'un qui va faire des calculs pour voir ce qu'il faut faire dans la maison. En fait, notre retour d'expérience, c'est que on sait en fait très très vite proposer des solutions de rénovation sans faire des calculs lourds. Il existe des outils qui sont sur la place publique, hein, les solutions techniques de rénovation notamment, qui permettent directement de se passer de calculs. L'enjeu est peut-être moins d'avoir des diagnostics thermiques au sens des calculs que des accompagnements. Hein, l'enjeu, c'est bien d'accompagner le ménage, en particulier pour les ménages modestes et très modestes. C'est extrêmement important. Et c'est tout l'enjeu d'une proposition du rapport Sichel qui est mon accompagnateur Rénov, qui a été inscrit dans la loi de transition, et dans la loi climat et résilience, et pour lequel on attend avec impatience les référentiels et le cadre de travail. Il faut que ces accompagnateurs Rénov soient suffisamment financés. On ne parle pas d'accompagnement à 100 €, on parle d'accompagnement à 2 000, 3 000 € pour que ce soit réellement pertinent d'un point de vue accompagnement financier, accompagnement technique et accompagnement humain du ménage. Et on parle également d'accompagner à la réno performante, pas sur des petits gestes de travaux. Donc ça, c'est vraiment fondamental qu'on arrive à structurer ces accompagnements correctement. Merci Vincent. Une question pour AEF Habitat et Urbanisme. Quelles sont selon vous les solutions à développer pour permettre aux plus précaires de financer le reste à charge? On a dit pas mal de choses déjà. On a dit pas mal de choses. Non, peut-être c'est l'occasion de répondre aussi à une autre question sur l'avance, le prêt en fait, hein, qui était aussi dans la mission Sichel qu'on a soutenu dans cette dynamique-là. Je crois qu'il y a une question Deux questions après sur le prêt avance rénovation. Sur le prêt avance rénovation. Donc bon, ce qu'on sait, c'est qu'il manque d'argent pour les ménages précaires. Alors, quand vous avez un département mobilisé avec des collectivités locales qui mettent au pot, avec les aides associatives que l'on peut apporter, comme nous, on en apporte certains pour certains ménages à la Fondation Abbé Pierre, on peut y arriver. Mais c'est très rare d'avoir le tour de table qui permet
à la fois le repérage dont on a parlé, hein, certains le font très bien, hein, avec les SLIM, avec des maires ruraux qui se sont mobilisés, qui demandent par exemple, qui sensibilisent les emplois à domicile quand ils voient des situations de précarité énergétique ou de passoires thermiques pour relever les situations. Bref, on peut arriver parfois à faire ce tour de table, mais il faut que ce soit beaucoup plus systématique, beaucoup plus important. Donc ça veut dire qu'il va falloir concentrer une partie des moyens beaucoup plus fortement sur ces ménages les plus précaires. C'est ça que nous disons, me semble-t-il. Après, l'avance, le pré-avance. C'est plutôt un dispositif qu'on a soutenu. Il est intéressant en soi. Il peut être efficace donc une fois qu'on a obtenu les subventions sur le reste à charge pour un certain nombre de ménages. Maintenant, c'est pas un prêt à taux zéro déjà, c'est peut-être une limite que l'on peut pointer. On a d'ailleurs demandé au gouvernement de pouvoir le mettre à taux zéro. Ça, c'est une première remarque. Pour les plus précaires, il n'y a pas un énorme potentiel non plus. C'est là où il faut bien voir, parce que quand vous n'avez déjà pas de ressources, vous n'avez pas forcément envie de vous endetter non plus. Donc ça peut arriver pour certains ménages que ça passe, que ça puisse aider à passer. Mais je voudrais quand même insister sur un autre point. On avait un outil, parce que vous évoquez à l'instant les objectifs du président de la République en campagne, Emmanuel Macron, de réserver toutes les passoires thermiques. Bon, on n'y est pas. On n'est pas non plus aux objectifs qui, depuis des années, nous disent qu'il faut 500 000 rénovations thermiques par an, dont 250 000 pour les plus modestes. Donc, il faut quand même se dire ici, et on le sait autour de cette table, mais que les objectifs fixés depuis des années ne sont pas atteints. Donc, il y a quand même une limite à notre action que nous sommes en train de... Et c'était la loi de 2015 qui fixait 500 000 réno thermiques par an, dont 250 000 pour les plus modestes. Mais il y a aussi des limites d'intervention sur les aspects financiers, on les pointe. Il va falloir quand même qu'on se dise qu'est-ce qu'on met sur la table en urgence, donc des mesures d'urgence pour aider les ménages, et comment on va plus loin sur les aides à apporter aux plus défavorisés. Peut-être que vous vouliez compléter sur le prêt-avance ? Sur le financement général, sur le pré-avance mutation comme pour le reste, l'enjeu c'est comment faire en sorte qu'on ait une réelle économie de chauffage et que cette réelle économie de chauffage permette aux ménages, avec un gain de pouvoir d'achat, de payer sa rénovation performante. L'équation, en fait, pour nous, côté d'Aurémy, c'est celle-là, c'est-à-dire que c'est à condition que le ménage ne perde pas de pouvoir d'achat et à condition qu'il arrive à réellement à ce niveau de performance-là, qu'on s'en sort dans l'équation. Ça, aujourd'hui, le pré-avance rénovation, pré-avance mutation, PAM+, qui est proposé, aujourd'hui, c'est une avancée pour une partie des ménages. Aujourd'hui, aucune banque ne propose, alors que ça pourrait être légalement le cas, aucune banque ne propose que les ménages fassent ce système d'équilibre en trésorerie, c'est-à-dire que les ménages remboursent l'intérêt et le prêt à la hauteur des économies de chauffage générées. Et j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur financier, d'acteur bancaire au moins, qui prend en compte les économies de chauffage dans les montages. Donc ça, c'est un point qui est pour nous fondamental parce que on reste sur des montages qui sont basés sur l'ancien monde, c'est-à-dire sur les morceaux de travaux, qui génèrent très peu d'économies d'énergie, effectivement. Quand on est sur des rénovations performantes et qu'on divise par 4 à 8 les factures de chauffage, ne pas les prendre en compte, c'est juste se passer d'un levier financier majeur. Voilà. Donc, j'aurais juste aussi apporté un point qui me paraît important, c'est que cette approche-là, de passer d'une facture de chauffage, par exemple de 200 € par mois, à facture de chauffage plus mensualité de prêt de 150 ou 160 € par mois, ça marche très bien pour les ménages qui sont dits en précarité, mais qui payent encore leur facture de chauffage et qui se chauffent encore à des températures de confort. Quand on passe, donc ça c'est l'essentiel des des 12 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Il y a quelques centaines de milliers de Français qui sont en grande précarité, c'est-à-dire en privation. Soit privation de chauffage, c'est-à-dire qu'ils ne se chauffent plus à la température de confort, ils se chauffent à 10, 12 degrés, soit en privation en impayé, ils ne peuvent plus payer leurs factures. Et là, en fait, ce mécanisme-là d'équilibre en trésorerie ne suffit plus.
Là, il faut des fonds sociaux complémentaires pour pouvoir les sortir de la précarité énergétique. On ne parle pas des 12 millions de personnes là, on parle de quelques centaines de milliers de personnes. Par contre, tout notre enjeu côté massification de la rénovation performante, c'est une bombe à retardement, la précarité énergétique. C'est-à-dire que ces 12 millions de personnes, avec l'augmentation des prix de l'énergie, ils vont tomber dans la grande précarité, dans la privation. Donc il y a un enjeu clé par rapport à cette démarche. Et pour vous citer un chiffre par rapport à ça, on a cité tout à l'heure 500 000 rénaux par an. La SNBC, donc la stratégie bas carbone, cite 370 000 rénovations performantes en 2022, en objectif, pour mémoire. Aujourd'hui, les retours de l'ADEME et de l'Observatoire BBC de Finergie nous montrent qu'on est bon an mal an à 30 000 logements par an, 30 000 logements par an rénovés à un niveau performant. Donc on est extrêmement loin du compte. Merci Vincent. Il y a une petite précision peut-être, Christophe, sur le chiffre de 800 millions d'euros par an, 800 millions d'euros d'économie. Peut-être que tu peux préciser ce que c'est. Oui, pardon. Alors là, c'est l'étude de Rénovons. Donc je vous invite peut-être à la consulter sur le site de Rénovons. Elle est accessible. Mais les économies qui pourraient être générées, en fait, partent d'une estimation où toutes les passoires thermiques seraient rénovées, d'une part. Donc on n'y est pas. Mais c'est l'idée de dire quand on y sera, parce qu'il va bien falloir qu'on y soit, avec les échéances qu'on a rappelées tout à l'heure. Donc c'est une fois que toutes les passoires thermiques sont rénovées, et ce sont des économies annuelles. Merci Christophe. Quelques questions sur France Rénov', notamment le passage de l'ADEME à l'ANA pour la plateforme d'information. Oui. Peut-être donner la parole au Claire sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du passage à France Rénov', à qui doivent s'adresser les ménages? Du coup, c'est à France Rénov', vous allez nous l'expliquer. Oui, alors moi j'ai assisté en plus aux rencontres fer à Angers où ça a été annoncé, le mariage entre guillemets entre l'ANA et l'ADEME, qui est censé donc fluidifier effectivement ce passage à l'horizon du 1er janvier 2023, puisque même si France Rénov' sera effectif l'année prochaine, l'ANA aura en charge complètement France Rénov' à l'horizon 2023. Alors, effectivement, c'est un dispositif qui est intéressant. On a des questions quand même sur l'accompagnateur Rénov', parce que ces questions-là sont effectivement encore en suspens. Parce que l'accompagnateur Rénov', nous, ce qu'on propose, notamment au Clair et avec tous nos adhérents, c'est d'avoir un vrai service public. Parce qu'aujourd'hui, vous avez notamment à la télévision des pubs, je ne citerai pas les marques, mais qui font plus du placement de produits que effectivement ce que propose Doremi. C'est-à-dire qu'on vous promet des travaux super, mais on ne parle pas de rénovation globale. Donc l'accompagnateur Rénov', on espère que ça sera un vrai service public et seulement public. S'il est ouvert au privé, on peut s'attendre à des choses un petit peu scabreuses, je vais dire, là-dessus. Et puis aujourd'hui, France Rénov', c'est l'ancien réseau fer qui change de nom. C'est 1000 conseillers sur le territoire. 1000 conseillers, en plus mal répartis. Alors, si vous prenez 1000 conseillers pour 67 millions d'habitants, il me semble que ça fait un conseiller pour 67 000 personnes. Et en plus, c'est mal réparti. Donc, de toute façon, il y a un manque humain au niveau du territoire français de l'accompagnement. Parce que quand on parle d'accompagnement, c'est ce que Doremi a dit. C'est bien sûr un diagnostic avec des préconisations de travaux, mais c'est du suivi. Et ça, c'est des heures. Et ces heures-là, il faudrait bien les payer. Donc, c'est pas juste un conseil. Et puis surtout, c'est un conseil indépendant. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont qui placent des produits. C'est pas des entreprises. On parle d'un service public. Voilà. Oui, merci. Une question rapidement à Vincent Legrand. Pourquoi est-ce que vous avez dit que le coup de pouce rénovation globale n'était pas compatible avec l'atteinte de la neutralité carbone? Et également, pourriez-vous dire un mot sur l'auto-réhabilitation accompagnée? Oula, alors, beaucoup de choses. Sur la partie coup de pouce Réno Performante, c'est la première fois qu'un mécanisme financier utilisait le terme de Réno Performante. Donc c'était en octobre de l'année dernière. Ce qu'on a montré, on l'avait montré avant octobre, parce qu'on échangeait avec le ministère de la Transition sur ce sujet-là
lors de la conception de ce mécanisme-là, ce qu'on avait indiqué, c'est qu'il était plus intéressant dans la majorité des cas, quand on voulait faire une rénovation performante au sens rénovation BBC, au sens objectif national 2050, il était plus intéressant, dans la plupart des cas, de prendre les coups de pouce travaux par travaux, si on voulait faire une vraie rénovation performante, que de prendre le coup de pouce rénovation performante. Donc, en gros, notre boulot, c'est d'aller chercher, côté de Rémi, dans les montages financiers, c'est d'aller chercher l'ensemble des coups de pouce de chacun des postes de travaux, plutôt que de passer par ce système-là, qui en fait est moins intéressant. Voilà, pour vous donner un peu la complexité. Et pour ma prime rénov, alors qui s'appelle là, pas rénovation performante, mais rénovation globale, ma prime rénov rénovation globale, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est pareil, dans la majorité des cas, c'est plus intéressant d'aller chercher ma prime rénov lot par lot plutôt que d'aller chercher ma prime rénov réno global. Donc c'est une jungle qui est vraiment problématique. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus, mais je suis à disposition pour discuter de ça au besoin. L'autoréhabilitation accompagnée, alors on a beaucoup de prudence de notre côté sur ce sujet-là, dans la mesure où quand on voit la complexité de la rénovation, les artisans arrivent à la maîtriser, mais il faut un petit peu de temps. Voilà, il faut une rigueur dans l'étanchéité à l'air du bâtiment, les fuites d'air, une rigueur dans la continuité de l'isolant, une rigueur dans le dimensionnement du chauffage, de la ventilation. Donc, imaginez qu'on fasse l'intégralité d'une rénovation en autoréhabilitation, on n'y croit pas vraiment de notre côté. Par contre, il y a des postes de travaux qui peuvent être pris en autoréhabilitation. Donc, nous, côté d'Aurémy, on travaille notamment sur des préparations de chantier, c'est-à-dire des ménages qui cassent des parties, qui décroûtent des murs, qui cassent des cloisons. Ça se fait. Ou alors qui font des finitions à l'autre bout, à la fin du chantier. Les compagnons bâtisseurs travaillent plutôt sur des portages de certains postes de travaux. J'avais des retours d'expérience sur des choses qui ne sont pas forcément intuitives à la base, des ventilations performantes, ventilation double flux, qui sont très peu connus en France et très peu posés par les artisans. On a des cas de pose en autoréhabilitation qui se passent très très bien. Donc voilà, on peut faire des postes de travaux à condition vraiment de les accompagner correctement. Merci. Alors, 2 dernières questions et puis après, n'hésitez pas à les poser par écrit. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions malheureusement. Une question pour le réseau Action Climat. De la part de l'opinion, comment se compare le secteur du bâtiment par rapport aux autres secteurs en termes de transition écologique? Est-il en avance ou en retard? Alors, je vais répondre sur l'enjeu climat, qui est celui que je maîtrise le mieux. En France, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est les transports. Et sur les transports, plus de 30% des émissions. On n'a pas de baisse depuis plus de 10 ans, hormis crise sanitaire, parce qu'on a eu des véhicules en fait de plus en plus lourds. On a eu des SUV vendus et donc finalement une consommation de carburant qui n'a pas baissé et on n'a pas développé réellement les alternatives ferroviaires ou autres. C'est quelque chose qu'on pourrait intégrer effectivement cette journée de la précarité énergétique. On parle beaucoup de logement. Le carburant, c'est vraiment un enjeu clé pour beaucoup de ménages qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler. Et donc là, il y a vraiment des solutions à apporter qui peuvent être aussi des solutions en termes de transport collectif, davantage présent avec davantage de fréquences, du train. Actuellement, le train est excessivement cher et il manque des lignes de train. Donc il y a des investissements considérables à faire dans ce secteur-là également. Et puis il y a les pistes cyclables. On a vu ce développement dans la crise sanitaire qu'il faut vraiment développer. Et également sur les véhicules, le véhicule électrique, il faut que son prix baisse pour qu'il soit accessible, qu'il y ait un marché de l'occasion. Et ça ne peut pas être la solution unique. On ne va pas remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques qui ont d'autres impacts. Donc il y a des solutions alternatives à mettre en place dont je parlais avant. Les autres secteurs émetteurs, ensuite on a quasiment ex aequo autour de 20%, l'industrie, le bâtiment, l'agriculture. L'agriculture, les émissions ne baissent pas non plus, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi. L'industrie, elles ont baissé, entre autres par des délocalisations. Et là, on arrive à une limite, donc il faut vraiment engager des transformations radicales dans l'industrie. Sur le bâtiment, on a des baisses quand même qui sont assez régulières parce qu'il y a eu des travaux de rénovation, mais cette baisse, elle n'est pas du tout en phase avec les objectifs qui sont fixés. Donc c'est un secteur où on a effectivement des baisses, mais où la trajectoire de baisse d'émissions n'est pas suffisante. Merci Anne. Une dernière question pour finir, de la part du moniteur. Pourquoi lancer cette journée maintenant
Pour peser dans le débat de la présidentielle, quels candidats sont les plus offensifs en matière de lutte contre la précarité énergétique, les plus à la traîne que vous souhaitez stimuler ? Peut-être un mot, mais je laisserai compléter par les camarades. Pourquoi lancer aujourd'hui cette journée ? C'est un sujet qui, il y a 10 ans, n'était pas présent dans l'espace public. Il était présent dans les souffrances des ménages dont on a parlé tout au long de cette conférence, présent dans la visibilité que les acteurs ont sur le terrain et notamment les 20 qui sont présents dans cette journée. On voit bien que les enjeux écologiques, la liaison entre les enjeux écologiques et sociaux, et la précarité énergétique en est une illustration parmi les plus fortes, ont progressivement occupé une place dans l'espace public, médiatique, des politiques publiques locales et nationales grandissant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on voit bien aussi que la mobilisation reste insuffisante pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques. On l'a largement dit. Donc ça veut dire que, de ce point de vue-là, on a besoin du politique. Les acteurs savent faire. C'est un peu ce qu'on dit dans cette journée. C'est l'idée de dire... quand on donne les moyens, quand on a les bons accompagnements, quand on a les bons moyens financiers, quand on va accompagner jusqu'au bout, y compris dans l'usage du logement, on sait faire. Donc si on sait faire, le temps est venu d'accélérer massivement l'intervention dans ce domaine, d'abord pour les ménages qui souffrent et simultanément pour les enjeux planétaires écologiques. Donc il faut que les limites que nous observons depuis longtemps, nous les acteurs de terrain, cette expertise de terrain, soit davantage considérée. Elle est là la limite. La prise de conscience, les chiffres, la dimension macroéconomique, la nécessité d'agir, tout ça c'est aujourd'hui quasiment acquis. Par contre, le fait qu'il faille mettre le paquet par exemple sur les plus pauvres pour des raisons sociales et écologiques, aujourd'hui on n'y est pas encore. Si on continue comme ça, on sait que les très modestes ne pourront pas rénover leur passoire thermique ou alors à la marge parce qu'il y aura une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs sur un territoire avec un accompagnement pluriel, etc. Donc on le sait, nous, qu'on n'y sera pas. Donc du coup, comment on va apprécier la manière dont les candidates se positionnent ? Déjà, aujourd'hui, ils n'ont pas encore leur programme. Donc il faut attendre de voir ce qui va être dit sur le sujet. Qu'est-ce qui va être dit en matière d'urgence immédiate? Quelle réponse sociale aux ménages? Donc on l'a évoqué, chèque énergie, fonds de solidarité logement. Est-ce qu'on double le chèque énergie? Il est en moyenne de 150 € le chèque énergie par an. Donc vous voyez les ordres de grandeur qu'on a évoqués là, de consommation énergétique, rien que pour le logement, et sans compter ce qui vient d'être évoqué sur les transports. Donc on est bien loin du compte. Donc on va regarder ce qui va être proposé par les différentes équipes de campagne, candidates et candidats, sur l'urgence immédiate dès la première année, dès les premiers mois, puisqu'il faut des réponses sociales, des réponses en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, quelle ambition pour accélérer, à minima se mettre en fait aux 500 000, mais plutôt à 700 000, 800 000 rénovations par an à une échelle courte. C'est ça l'objectif qu'il nous faut atteindre. Et c'est là où on verra quels moyens seront mis et notamment quelle concentration des moyens sur les enjeux sociaux liés à la précarité énergétique. Mais aujourd'hui, c'est encore trop tôt. Mais je fais confiance aux 20 organisations autour de cette initiative pour, le moment venu, s'exprimer et pouvoir donner des éléments assez tranchés sur la question. Juste pour compléter, alors le 10 novembre, rappelons cette date, c'est important aussi parce qu'on rentre dans la saison de chauffe. Hein, donc, on est en plus cette année sur des prix de l'énergie qui sont extrêmement hauts. Donc, c'est évidemment une date importante pour tous les ménages qui rentrent dans la période où ils vont avoir des difficultés à se chauffer. Et je pense que c'est une période. Sur la partie électorale, effectivement, c'est un peu tôt. On n'a pas les programmes, on ne sait pas qui est candidat. Ce que je peux dire, c'est que l'affaire du siècle qui rassemble 4 ONG qui sont membres du réseau Action Climat, a obtenu cette décision de justice qui acte la carence de l'État, c'est-à-dire que l'État n'a pas fait ce qu'il devait pour baisser les émissions de gaz à effet de serre suivant les objectifs qu'il s'était lui-même donnés. Et donc, le tribunal administratif demande à l'État de baisser davantage ses émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à fin 2022 pour rattraper justement ce retard. Et l'affaire du siècle va interpeller les candidats à
l'élection présidentielle pour leur demander concrètement ce qu'ils vont faire dans tous les secteurs et donc y compris dans le logement. Et ça sera extrêmement intéressant de voir les mesures concrètes, puisqu'on l'a dit aussi, les engagements sur des rénovations de centaines de milliers ou de millions de logements, on en a souvent. Par contre, des mesures concrètes pour y arriver et pour accompagner les ménages précaires, eh bien, c'est de ça dont on a réellement besoin. Et juste en complément, en mars prochain, le Réseau Action Climat fera aussi un décryptage sur la base des programmes, cette fois, des candidats sur les différents secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, dont le bâtiment, en intégrant bien évidemment la question de la justice sociale. Donc, on aura également, on travaillera avec Leclerc et avec d'autres pour ce décryptage. Donc, ça sera également un moyen de se faire une opinion sur le sujet. Ce que je rajouterais aussi, c'est qu'on attend impatiemment sur le terrain de la simplification administrative. On en a parlé pour les aides, c'est une jungle, mais on peut en parler aussi par exemple pour le décret d'essence. Le décret d'essence qui est censé justement aider les locataires en obligeant les propriétaires bailleurs à faire des choses. Si sur le terrain, il n'y a pas une mobilisation des gens de la CAF, des ARS, etc. pour contrôler l'effectif de ces travaux, on n'y arrivera pas. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont décidées au niveau national et qui nous laissent de l'espoir. Mais après, sur le terrain, nous, on le constate tous les jours, l'application, elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, effectivement, la période, pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi pas aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été dit. Il y a une campagne électorale qui s'annonce avec malheureusement peu ces sujets évoqués. Hein. On est plutôt sur d'autres choses un peu moins intéressantes, de mon point de vue. Donc, je pense que c'est le bon moment d'enfoncer le clou et surtout de dire, il y a des décisions au niveau du gouvernement qui sont prises, des lois, des décrets, mais sur le terrain, quid de l'application ? Voilà. Oui, peut-être juste un point, je vais vous laisser la parole juste sur ce point parce qu'il me paraît essentiel. C'est aussi ce que nous appelons de nos voeux avec la mise en place d'un vrai service public de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a beaucoup parlé des éléments de cadrage nationaux qui permettent financièrement d'opérer les rénovations thermiques que l'on appelle de nos voeux. On a beaucoup parlé des limites de l'accompagnement. Mais c'est vrai que globalement, la mise en place d'un service public d'énergie qui puisse vraiment au plus près des ménages, des territoires, qui puisse aller au-devant des personnes, des ménages, pour pouvoir les accompagner. Je crois que parmi le décryptage qu'on va faire avant mars, pour l'élection présidentielle, il va falloir aussi regarder qui est prêt à mettre des moyens humains. Parce qu'on l'a dit à demi-mot, mais c'est par là que ça passera. Moi, ça fait un moment que je suis ces sujets-là, je suis moins expert que les collègues qui sont autour de cette table, mais les aides, je n'y comprends plus rien au bout d'un moment, ça change tous les 2 ans. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui est déjà en situation d'exclusion, d'isolement social et qui a des difficultés pour survivre au quotidien puisse, d'un coup de baguette magique, pouvoir mobiliser tout ce qui est mobilisable sur un territoire. Donc, ce service public de l'énergie, ça doit être une des grandes aussi avancées du prochain quinquennat, de façon très concrète sur les territoires. Et pour finir, quelques éléments. Ce qui me paraît vraiment important, c'est quand on voit la liste des partenaires autour de la journée, c'est de voir qu'on n'est pas sur une approche uniquement sociale ou une approche uniquement environnementale. Il y a vraiment une double vision, il y a une convergence de vues, alors qu'on a beaucoup opposé ces deux dynamiques sociales et climatiques ou sociales et environnementales. Aujourd'hui, on a un consensus pour dire qu'on peut sortir de la précarité énergétique et lutter contre les gaz à effet de serre dans une même dynamique. Et avec, par ailleurs, des structures qui sont nationales, des structures qui sont locales, des structures qui sont plutôt associatives, des structures qui sont plutôt entreprises avec des fondations, avec des réseaux, etc. Donc il y a vraiment je pense un consensus que je voulais noter. Et avec ce constat que plutôt que d'avoir froid en dépensant des milliards d'euros et en mettant des gens dans la précarité, en émettant des gaz à effet de serre, on a une possibilité aujourd'hui, on a des solutions, on n'est pas comme il y a 25 ans, on a aujourd'hui des solutions bien balisées pour pouvoir transformer ces milliards d'euros dépensés, enfin jetés par les fenêtres, pour le dire de façon simple, et c'est une métaphore qui est réelle de fait, on chauffe les oiseaux avec, ces milliards d'euros, on peut les transformer en emplois locaux et au bénéfice des ménages précaires. Et du coup, en baissant les gaz à effet de serre. Donc c'est ça, il me semble, de mon point de vue, qui est important sur cette démarche de journée. Voilà.
Merci. On va s'arrêter là parce qu'on s'était engagé avec vous que c'était 1h15. Je veux juste vraiment vous remercier et surtout vous inviter à aller voir le programme. Il y a plein d'événements que nos partenaires ont organisés et bien d'autres. Je cite par exemple les trophées de Stop Exclusion énergétique qui va mettre en valeur des solutions concrètes de lutte contre la précarité énergétique qui aura lieu le 10 novembre l'après-midi au ministère de la Transition écologique, des webinaires de la Fondation Abbé Pierre, du Secours catholique, des ateliers d'éco-gestes par les compagnons bâtisseurs, avec également une grande rencontre à Rennes le 19 novembre, plein d'événements de la part de Solia partout en France, des rencontres des étudiants de Centrale Marseille dans quelques jours aussi. Un dossier de presse va vous être renvoyé. Vous pourrez également le trouver sur l'espace presse du site internet. S'il y a des demandes d'interview ou des questions qui n'ont pas été répondues ici, n'hésitez pas à nous les envoyer et à contacter directement Alice Decker avec les coordonnées que vous aurez trouvées dans le chat, mais qui sont aussi sur le dossier de presse et sur la partie presse du site internet. Et puis l'enregistrement de la conférence de presse et l'audio va également être disponible sur le site internet, mais également sur demande. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à vous et à vous. Merci.